La porte neuve forme avec les autres entrées de la ville, scandant les remparts un passage de l'intramuros vers l'extramuros et vice-versa. Ce passage resserré permet le contrôle. Le soir, les portes sont fermées à heure fixe. En distinguant l'intérieur de l'extérieur, les remparts et les portes définissent deux zones distinctes. Dans celles-ci, la réglementation municipale et le regard porté peuvent différer. L'extérieur est un espace plus libéral. Ainsi, les cabarets des faubourgs voient les poivreaux s'éterniser beaucoup plus tard qu'à l'intérieur des remparts, où la surveillance est optimale. Ils accueillent toute la nuit les voyageurs, alors que la ville leur est inaccessible. Lorsqu'un jeu de paume est installé en 1613, les consuls imposent que soit aménagé l'espace de jeu à l'extérieur de la ville, contigu au rempart près de la tour des Fustes, joignant la porte neuve. Dans cette tour, le sieur Robin veut installer le tripot où les spectateurs viendront parier sur les parties en cours. Depuis la fin du XVIe siècle, la paume connaît un grand succès populaire, comme en atteste le récit de voyage de Robert Darlington en 1604. Les jeux de paume seraient en France alors plus nombreux que les églises. Les femmes y jouent comme les hommes. En 1686, Jean-Baptiste Thiers, un célèbre théologien, écrit que Il serait à désirer que les hommes jouent toujours avec les hommes, les femmes avec les femmes et jamais les femmes avec les hommes. Car le mélange de personnes de différents sexes fait qu'on prend plus de plaisir au jeu et par conséquent qu'on y a plus d'attache et que Dieu y est plus offensé. Voilà une preuve directe de la participation des femmes à ces activités gymniques et de l'existence de parties jouées en mixte. C'est là, pour une part au moins, l'origine des compétitions mixtes au tennis de table et au badminton. Comme aux jeux de paume où les paris sont nombreux autour des parties, les faubourgs et notamment les pourtours des remparts accueillent les parties de boules qui elles aussi incitent beaucoup les spectateurs au pari. Là encore, il y a un jeu autour du jeu et il est probable que l'effervescence ludique soit plus marquée chez les parieurs. Rien n'indique que les femmes aient été exclues de ces activités divinatoires et ludiques. C'est d'ailleurs à l'extérieur des remparts que les habitants de la ville rencontrent les bohémiennes venues dire la bonne aventure. Les roquemoroises sont friandes de ces prédictions, notamment les jeunes filles qui aiment qu'on leur promette un riche mariage. C'est bien sûr ce que font miroiter les jeunes hommes aux demoiselles lorsqu'ils les rencontrent dans les faubourgs ou à la campagne, hors de la ville. Ils sont nombreux, ces jeunes hommes, à se perdre en déclarations d'amour, à faire des promesses de mariage pour obtenir des privautés jusqu'à l'ultime offrande. Certains vont même jusqu'à écrire et signer des promesses de mariage que les pères des demoiselles abandonnées brandissent devant le juge pour attester du crime de séduction. Il faut entendre ce terme au sens classique, c'est-à-dire en tant que tromperie. Ces jeunes filles arrivent devant la justice parce qu'une grossesse a succédé aux amours champêtres et qu'il faut la déclarer sous peine de la vie. Certains garçons sont de véritables séducteurs en série, traînés à plusieurs reprises devant les tribunaux pour avoir séduit et rendu grosses plusieurs jeunes filles. Mais voilà Gabriel Bouvet, en 1765, un amoureux transi bien décidé à épouser la demoiselle qui fait battre son cœur. Voici ce qu'a rapporté au juge Thérèse Astet lors de sa déclaration de grossesse. Gabriel Bouvet faisait des démarches auprès de moi pour me témoigner qu'il m'aimait, me promettant même si je voulais lui accorder les dernières faveurs de m'épouser. Il me disait qu'il n'aurait pas d'autre femme que moi. Un jour, après la Toussaint de l'année dernière, je suis allée au jardin d'Udit Bouvet dans le temps qu'on dansait dans sa maison. J'ai trouvé Gabriel qui m'a de nouveau sollicité avec plus d'empressement que jamais. Je consentis enfin à ses désirs et il me connut dans le jardin. Cette relation amoureuse a perduré pendant des mois. Gabriel venant voir Thérèse chez elle, lui parlant à la fenêtre quand ses parents étaient là. Mais ceux du jeune homme s'apercevant de cette relation l'interdisent au moment même où Thérèse s'est reconnue enceinte. Qu'à ce ne tienne, Gabriel promet qu'à la fin de sa charge de lieutenant de la jeunesse, qui lui confère la responsabilité de l'organisation des festivités locales, si ses parents s'entêtaient dans leur refus, il l'enlèverait pour fuir le pays. Thérèse avait-elle cru à cette nouvelle promesse ? Peut-être que dans l'incertitude et l'inquiétude de sa situation, elle trouvait une lueur d'espoir en Gabriel.
car l'amour et l'espoir sont des forces puissantes qui peuvent pousser les âmes les plus désespérées à croire en un avenir radieux, même au milieu des épreuves les plus sombres.